Isabelle, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être invité cette semaine de l'interview du vendredi et de m'accueillir chez vous à Rose-Île. Je commence toujours l'interview du vendredi par la question. On me dit que c'est belle, c'est intelligente. Moi, je vois un peu fantastique. Qui est Françoise Isabelle? Je suis content d'être là. Oui, je suis content d'être là. Donc, disons, avoir l'occasion d'apporter sa contribution, aussi minime qu'il soit, pour une meilleure société, pour une meilleure l'île Maurice. Donc, je pense que je suis reconnaissante de pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre à l'amélioration de mon pays, à l'amélioration du bien-être des citoyens. Quel a été le parcours? Alors, le parcours de Françoise Isabelle, j'étais dans le social avant l'entrée en politique, et un des travaux que j'ai fait dans le social, c'était l'alphabétisation fonctionnelle. J'ai été animatrice d'alphabétisation fonctionnelle. Et donc, c'était un moment très enrichissant de voir des personnes âgées qui, après quelques sessions, arrivent avec fierté, vous disant « Oh, comment t'es à la banque ?» Vous me dites « Non. » Tu donnes-moi l'encre. Vous me dites « Non, merci, je peux signer. » Et ça, ce sont des beaux souvenirs. Au l'autre qui vous dit « Me dit les enfants, amène crayon, mort la liste commission. » Ce sont des petites choses qui aident l'humain à grandir, qui aident l'humain à construire son estime de soi et qui nous rend plus résilients. Donc, ça c'est un travail que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi fait dans la conscientisation des parents aux besoins de l'éducation. J'ai fait la formation des parents à ce niveau. Et ensuite, je suis entré en politique. Donc, 99, candidate battue à l'élection partielle. 2000, 2005, 2010, élu à l'Assemblée nationale. Et j'ai eu l'occasion d'être PPS. Et j'ai aussi eu l'occasion d'être membre du Parlement panafricain dès le début, dès la session inaugurale en 2004. Et j'ai fait une bonne dizaine d'années et j'ai terminé comme vice-présidente du Parlement panafricain. C'était un bon parcours. Le mot le plus important pour moi, c'est l'éducation. Pourquoi ce dossier alphabétisation pour les jeunes, pour les vieux, l'éducation? Pourquoi l'éducation? Je crois, c'est un acte de foi, que l'éducation est la clé de tout. Et là, je parle de l'éducation dans le sens le plus large du terme. Apprendre fait grandir. Apprendre nous donne cette confiance en nous dont on a besoin pour grandir, pour se développer. Et je pense que cet amour et l'importance de la chose éducative, de l'éducation m'a été transmise par ma mère. Elle a toujours mis de l'emphase sur le besoin de l'éducation. Elle-même étant orpheline et ayant arrêté l'école en troisième, seconde, troisième, et elle nous raconte tout le temps qu'elle s'était jurée, même en tant qu'enfant, que ses enfants iront tous à l'école. Et à l'époque, donc ma mère a 86 ans, et quand elle avait 7-8 ans, l'ultime était la 6e. Et dans sa tête, à cette époque, quand un jour j'aurai des enfants, tous mes enfants vont faire la 6e. Et au fur et à mesure, son ambition grandissait, et donc là, tous les enfants devraient faire le collège, et son ambition grandissait, mais énormément d'enfants parlent de l'université aussi. Et donc, sur 6 enfants, 3, nous avons fait des études universitaires. Donc, sur les 3, nous étions à 6, et 3 enfants, nous avons fait des études universitaires. C'est au-delà du rêve, là, c'est toucher le Graal. Oui, mais son ambition grandissait au fur et à mesure. Votre maman est toujours vivante? Maman est toujours vivante. Comment elle voit un peu la situation? Elle qui s'est privée, qui s'est arrêtée en seconde. Seconde, on n'a presque rien maintenant. Oui, mais... Et maintenant, quand elle voit les enfants qui font ce qu'ils même font en seconde, maintenant... ma mère sait lire. Elle peut lire le français. Elle comprend. Et l'anglais, elle peut lire quand même. Et donc, mais elle reçoit les lettres administratives en anglais, elle va m'appeler. Et elle va me dire, ok, mon poulet à toi, là. Hein? Mais bon, il faut un peu deviner des fois les mots. Mais je pense qu'elle est fière de nous. Elle est fière de nous, elle est contente de son parcours, qui n'a pas été facile, surtout veuve à 36 ans, avec 6 enfants.
Donc, elle était très épaulée par son père, bien entendu. Mais quand même, je pense qu'elle peut dire qu'elle a eu une vie très remplie. Qu'est-ce qu'elle vous a donné en héritage? À part l'éducation, le vouloir d'apprendre, de battre, d'être meilleur. La résilience. La résilience. Elle est très résiliente. Elle est très résiliente. Elle a su surmonter les difficultés et croire en elle. Elle croit en elle. Elle croit qu'elle peut faire les choses. Même à 86 ans maintenant, elle a toujours des projets. Tout comme sa fille alors, tout comme Françoise a des projets. Disons que moi, tout comme elle, elle a toujours des projets. Et des fois, je suis étonné, je dis, waouh, pas possible ça. Tu connais les projets, nous pensons que nous devons faire ça. Tiens, bon, nous faire ça. Et pour toi, là, est-ce que tu n'as pas pensé que tu devais faire ça? Donc, elle a toujours des projets, donc je pense que c'est ça. Elle est encore vivante, quoi. Elle est encore très vivante, oui. Ça aussi, c'est un héritage? C'est un héritage. Cette vivacité à cet âge? Oui, cet âge. C'est un héritage. Mais je dois dire aussi que ça, c'est du côté de ma mère. Mais j'ai été élevée par un grand-père qui nous a transmis les valeurs. Moi, je pense que les valeurs que je chéris, ça a été transmis. Ils sont lesquelles? Parce qu'il y a des valeurs politiques. Quelles sont les valeurs de Françoise Labelle? L'honnêteté, discipline, vient en premier pour moi. Discipline, honnêteté, intégrité, sincérité. Le respect. Mais est-ce que le respect, il ne faut pas respecter soi-même avant d'obtenir le respect? C'est facile de dire ça. De bien respecter moi, mais alors qu'on ne se respecte pas soi-même. Le respect va se mériter. C'est que, très souvent j'entends cela, c'est que comment vais-je me faire respecter si moi-même je ne me respecte pas? Et si je me respecte, il y a certaines choses que je ne vais pas faire. Vous voyez? Il y a certaines choses que je ne vais pas faire, et il y a d'autres choses pour lesquelles je vais me battre, parce que je crois là-dedans. Et la meilleure façon, je pense, de gagner le respect de l'autre, c'est démontrant dans les faits que vous méritez le respect. Vous allez mériter le respect quand vous êtes honnête, quand vous êtes intègre, quand vous n'êtes pas quelqu'un qui vend des histoires, quand vous pouvez regarder les gens dans les yeux et dire, bon, c'est pas tout le temps que je réussis, mais j'ai fait de mon mieux. Et l'autre voit que vous avez fait de votre mieux. Et c'est là où vous allez gagner le respect. Donc, oui, ça se mérite, le respect. Et quand je parle de ces valeurs, je parle de la transmission des valeurs. Et aujourd'hui, est-ce que nous arrivons à transmettre les valeurs? Donc ça, c'est mon histoire, mon parcours. Moi, vous savez, des fois, entre frères, nous parlons et nous disons, on en rigole, on dit, mais grand-père, tu es tellement mari intelligent, comment est-ce qu'il a fait pour nous transmettre tout ça? Parce que ces valeurs dont je vous parle, je le vois chez mes frères, chez mes sœurs, etc. Mais comment est-ce qu'il a fait pour nous transmettre tout ça? Et donc, on dit, est-ce que nous arrivons, on se pose la question, jusqu'où nous arrivons à transmettre ces valeurs qui nous ont été transmises? Est-ce que c'est difficile de transmettre des valeurs? C'est la question qu'on peut se poser. Je dirais que c'est pas facile. Voilà pourquoi il nous faut être vigilant. Et se dire que, est-ce que j'arrive à le faire? Et si on pense que transmettre les valeurs, c'est dans les beaux discours, on se trompe. La transmission des valeurs va se faire à travers vos actions. À travers vos actions, parce que l'enfant apprend beaucoup plus par imitation que par autre chose. L'enfant qui voit que pour ses parents, la discipline est un mot clé, a plus de chances de s'adhérer à cette valeur. On dit à l'enfant, ben, il te fait discipliner, il te fait à l'heure, mais le parent lui-même il est tout le temps en retard. Ouais. Il n'y a pas un respect de soi, il n'y a pas du parent. Mais oui, et à ce moment-là, comment faire à comprendre à l'enfant, la ponctualité est importante, mais ce parent lui-même, il arrive tout le temps en retard à son travail. Et demain, quand l'enfant grandit, ben, l'enfant peut dire, il te parle tard, toi. Et à ce moment, on dit, ouais, les enfants sont audits par contre causer. Les enfants sont audits par respecter l'autre. Les enfants sont audits la gueule. Oui, la gueule. La gueule. Mais parce qu'on lui tend la perche très souvent. Et on parle d'honnêteté, mais on n'hésite pas. Voilà, c'est une affaire à bruit. Fait un travail à bruit. Fait un petit contour. Et qui te fait un tracement. Nous fait un tracement et nous disons aux enfants, là, tu es honnête.
Et maintenant, nous parlons des jeunes, nous parlons de l'honnêteté. En tant que société dans son ensemble, est-ce que le jeune d'aujourd'hui voit chez les adultes des personnes honnêtes? Combien de casques entourent que ce jeune-là va voir? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que c'est plus difficile de transmettre les valeurs aujourd'hui? Je répondrai oui, parce qu'on a beaucoup plus de contre-valeurs. C'est-à-dire? Vous parlez de la fidélité, par exemple. Gros sujet. Gros sujet. Mais le jeune, qu'est-ce qu'il voit? Dans tous les feuilletons, peu importe dans quelle langue, peu importe. Le trio, le fameux trio. Oui, le ménage à trois. Oui, mais dans des films, des télénovelas, dans n'importe quelle langue, qu'est-ce que nous voyons? Voilà un exemple de contre-valeur. Et nous parlons d'intégrité, d'honnêteté, mais qu'est-ce qui est rapporté dans les médias? Des faits qui sont rapportés. Donc, si l'autre a pu faire cela, et il y a ce sens-là, si vous êtes raciste, vous avez ce sens. Donc, il y a beaucoup de contre-valeurs qui n'existaient pas. Quand moi j'étais adolescente, par exemple, il y a l'influence des médias, l'accès à l'information, mais aussi à la désinformation. Alors, donc, en tant que parent, le rôle est plus difficile, je pense, mais aussi, il est plus difficile d'être jeune aujourd'hui qu'à mon époque. On est aussi bien cadré. Carré, on sort de l'école, on va rentrer à la maison, on n'avait pas des leçons particulières tous les jours comme la plupart des jeunes aujourd'hui. On n'avait pas tout ça. Donc, moi j'étais au couvent de Lorette, à l'époque c'était le couvent de Lorette de Rosy. J'habitais chez ma tante à la rue Sévergénas, un peu plus bas. Donc, l'école se terminait à 3h25. À 3h30, j'étais chez moi. On commençait l'école à 9h30. J'écoutais une émission de 9h des 10 préférés. J'écoutais la première chanson avant de partir à l'école. Donc c'était timé. C'était timé, donc c'était... Maintenant c'est quoi? On a les réseaux sociaux, on a l'internet, on a le fameux smartphone, on peut dire pour le téléphone. Smartphone, maintenant on a beaucoup de mots, même à Rosy, ça a été peut-être le premier centre un peu commercial de Maurice, oui, avant que les autres oui, viennent tout ça. C'est ça qui fait qu'ils ne sont pas intéressés pour rentrer à 3h30. Est-ce que la Françoise Labelle, si elle avait tout ce qu'elle a maintenant, elle serait rentrée à 3h30 chez ses parents, ou bien elle aurait fait un petit tour dans l'arcade, être avec des amis? Je ne sais pas, parce que ma fille, bon, c'est vrai qu'elle a quitté l'école il y a une dizaine d'années maintenant, mais elle rentrait toute seule à la maison. 10 ans de cela, là, elle rentrait, et c'est parce que j'ai pu transmettre cette valeur, c'est que après l'école, nous habitons le centre-ville de Rosy, comme vous le constatez, elle était... Après, vous étiez député sûrement, il y avait toute l'attention, il y a beaucoup d'attention, la police, aussi, vous aviez des renseignements sur ce que votre fille faisait à Rosy. Mais je n'ai pas besoin de cela, et au contraire, c'est que j'étais pas tout le temps à la maison. Mais elle rentrait et elle sortait de QIC, donc centre-ville, pour venir ici, donc elle rentrait directement. Donc cette discipline, je pense que j'ai pu transmettre. On parle des jeunes, on va parler d'éducation. HSC, les résultats sont connus, on a des beaux lauréats, il y a aussi School Certificate. Alors, en gros et en ensemble, vous êtes dans la plateforme militante, vous avez donné le premier. Qu'est-ce que Françoise Labelle pense de ce taux qui est en train de stagner, entre 70 et 72%? Mais on nous présente un pourcentage. Bien bon, ça est stable, malheureusement. Ça a baissé. Si on regarde les 10 dernières années, ça a baissé. Mais ce qui me tracasse et m'attriste, c'est la performance de nos jeunes. Quand vous voyez ce faible pourcentage des élèves qui arrivent à avoir 5 crédits, plus de la moitié de nos élèves n'ont pas 5 crédits. Plus de la moitié des étudiants. Quand vous regardez le faible taux des étudiants avec un crédit en anglais, un crédit en mathématiques, un crédit en français, et nous avons un sérieux problème.
Et aussi longtemps qu'on ne cesse pas de jouer à l'autruche et regardons le problème en face, c'est-à-dire il y a un problème dans l'enseignement, dans la façon dont nous enseignons. Il y a un problème. Parce que je refuse de croire que la plupart de nos enfants sont des imbéciles. Je refuse de croire cela. Je refuse de croire que la plupart de nos enfants ne peuvent pas avoir 50% en français, ne peuvent pas avoir 50% en anglais, ne peuvent pas avoir 50% en mathématiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont plages, bon, vous parlez français, je vois bien, vous avez un bon accent, vous parlez français, mais quand ils sortent de l'école, n'importe qui, ils retournent dans le créole, mais ils retournent, c'est pas le clash là? Non. Ok, moi ne peux pas le réaliser, moi je peux faire cette interview là en français. non, c'est bon, c'est comme vous voulez. Oui, mais français, ça m'est une langue maternelle. Vous pratiquez le français dans la case, comment tu dis, moi? Mon maman m'a fait dire, oh, on ne parle pas français, non, parce que le français, on la case. Le français, pour moi, c'est un langue étrangère qui me fait apprendre dans l'école. Et je suis capable même de dire, oh, quand tu rentres aux îles dans les années 70, etc. Moi, c'est non un problème, parce que moi, j'ai des enfants sur la campagne. Moi, j'ai l'école de la campagne, l'école Richemont, moi. Je parti de l'école de la ville. Et en formule, moi, je fais en français, parce que tu peux préparer mes enfants pour l'Alliance française, qui jamais me entendu dans la vie, parce que dans la ville, les enfants dans le 6e, tu composes l'Alliance française. Dans la campagne, nous ne pas faire ça. Et les compléments, les subjectifs, les passés propositifs, l'imparfait, le plus que parfait. Dans les villages, je ne montrais pas. C'était un truc de ville. Parce que c'était un programme de l'Alliance française qui participait dans l'école à la campagne. Nous étions l'école Olivia jusqu'à la 5e, et puis en 6e, mon affaire, au 6e, l'école Richemont. C'est une autre bataille de ma maman. Et donc, bon, tu prépares nous pour être pour la petite bourse, pour être classé, etc. Mais nous pas faire le programme de l'Alliance française. Et quand on rentre dans formule, parce que moi, analyse, la seule fois que moi j'étais en analyse, moi c'est des analyses médicales. Oui. Voilà, analyse ça là. Donc, motif perdu complètement. Alors, le fait qu'ils ont fait la carrière à la créole, c'est pas ça qui empêche. Si le français est enseigné comme il se doit, si l'anglais est enseigné, parce que c'est pas une langue première, ni l'anglais ni le français, c'est pas une langue première. Et c'est ça qui nous a accepté. Ce sont des langues secondes et qui nous est enseigné. Mais on est obligé de servir l'anglais parce que c'est déjà Cambridge qui peut corriger ce papier-là. Or, à Maurice, trois fois journal dans Maurice, c'est en français. Le journal télévisé le plus regardé, il est en français, un petit journal en créole, c'était. Moi, avec la même BC, mais le journal en anglais, ben, il existait, moi, juste pour du monde qui ne parle pas ni anglais, ni français. Je regarde une petite nouvelle Maurice en anglais. Je suis d'accord. Mais pour moi, si l'anglais est enseigné comme une langue seconde, comme dans tous les pays où l'anglais n'est pas la langue première, ben, on trouve la différence. Quand je voyage, je suis content quand j'ai des enfants, je suis content de à cause des enfants. Je fais ça en Inde. Je fais ça dans plusieurs pays d'Afrique. Et en Inde, quelques années de cela, mon fils était aux études en Inde, je suis accompagné. Et je trouve des enfants à l'école, à cause d'exode. Et les enfants, ça fait quand même 15 ans de cela, à l'école pied là. Hein? Et quand un enfant de 9 ans, à cause d'aller en anglais, ces enfants-là, 8-9 ans, ils sont capables de répondre en anglais. Et ils peuvent comprendre ce qu'ils me disent. J'ai fait ça en Afrique, dans plusieurs pays. Je me rappelle une fois, c'est pas le Botswana, c'est pas le Nigeria, mais ça c'est l'Ouganda, la Tanzanie. Okay. Et là, je suis allé visite un village typique, etc. Et bien, les enfants peuvent sortir de l'école, peuvent marcher pieds nus, peuvent travailler 5 ans là, pour aller. Les enfants 8 ans, 9 ans, voilà, cause de ça. Ça va, les enfants là, capables de répondre. Arrêtez un petit enfant mauricien 8-9 ans. Quand ça allait en anglais quand ils sortent de l'école, il était si calme. François, dans l'école, un professeur a vu un destin, 40 enfants disent yes, mais en fin de compte, il y en a deux. Est-ce qu'ils comprennent, comprendre? Il va 40 enfants au plusieurs. Et premièrement, question là en anglais,
comment vous pouvez faire une classe en anglais, là. Allez, une classe en anglais. Allez, première classe dans la journée, c'est anglais. Do you understand? L'enfant dit oui. Premièrement, ce n'est pas la question qui m'a posée. Vous trouvez? Parce que c'est ce qu'on appelle a closed question. A closed question. Yes or no? Vous pouvez gagner un closed answer. Mais ce n'est pas un open question. C'est vraiment où les connaissent, enfin, comprendre. On ne pas venir avec un closed question, on vient avec un open question. Par exemple, moi, je me demandais, est-ce que quelqu'un a envie de me retirer quelque chose? Vous travaillez dans des enfants, qui réservent, oui. Parce que dans mes enfants, je comptais, mais bien, je comptais, je disais, je voulais la mettre toujours en côte. Mais qui ça n'a pas pour honter, qui est dans la classe, me sentir là, me peut quitter, que ça ne va pas comprendre, moi, tout ne pas comprendre. Qui ça n'a pas pour honter? Donc, ça, quand on nous pose la question là, c'est pour dire, ok, tout le monde ferme la bouche, moi je continue. Et des fois, le prof, il n'a pas le temps. Mais il semblait que c'est ça qui se passe. Oui, mais malheureusement. Et c'est là que, et non, comme vous expliquez tout à l'heure, donc nous avons un problème dans l'enseignement, qui manière nous peut transmettre le savoir, et nous avons un problème. Et c'est, nous devons faire une évaluation de cela. Parce que, vous connaissez, il est trop facile, nous avons beaucoup émissaire. Quand les enfants passaient, mon professeur bien travail, l'administration de l'école marito, l'environnement bon, parents bons, plusieurs facteurs bons. Okay? Mais quand un enfant fait, mais ça, les parents ne prennent pas en compte ça. Bien, si les parents ne prennent pas en compte, si le professeur qui est mauvais, si l'administration qui est mauvais, si l'environnement qui est mauvais. Une chance professeur pour l'année, une chance ici par là. Les multifactoriels, la réussite aussi bien que l'échec, et non plusieurs facteurs qui déterminent cela. Et les importants qui nous guettent tous ces facteurs-là, et nous guettent dans cette globalité. Certainement que l'école est notre responsabilité, le parent est notre responsabilité, bref, c'est toute la société. Et les problèmes qui disent, on a tout un village pour grandir un enfant. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce que c'est tout l'ensemble. Donc, le pas capable de politiser. Mais une des choses à reconnaître, si je peux cause les résultats de la SC, de la HSC, si maintenant, avec toutes les facilités qui existent, qui manière, les enfants-là, de plus en plus, nous pouvons trouver moins d'enfants qui peuvent gagner un crédit en SC. Et on peut dire là, nous avons assez exposure en anglais, petit bulletin d'information. Pas comme l'époque, mais moi l'époque. Qui nous explique en anglais? Qui nous explique en anglais? Reader's Digest. Oui. Et quand nous avons ça, nous sommes capables, personnellement, nous famille, pas capable de prendre l'abonnement, parce qu'on connaît comment prendre l'abonnement. Soit bibliothèque l'école ou bien bibliothèque municipale. Quand on a un projet pour faire, ou à la bibliothèque municipale, mais on a une centaine d'enfants qui ont le même projet, donc on fait la quai, partir dans la facilité photocopie ou bien copier. Des fois, nous prenons, nous mettons à des certaines PCI copier ce bas de notes, nous passons dans cette facilité-là. Il n'y avait plus beaucoup de, comment on pourrait dire ça, plus de, pour soi-même, je ne trouve pas le mot là, Françoise, plus d'implication personnelle d'aller chercher, tandis que maintenant, le portable, cause avec copains, copines, tonton, tontine, mais on peut Google là-haut, peut mettre un peu, je sais pas, sociologie, humanitarienne, copy-paste. Est-ce qu'il nous peut montrer nous aux enfants comment faire recherche sur la toile? Est-ce qu'il nous peut montrer aux enfants ou bien nous tout simplement dire, pas les copy-paste là-bas, là, hein? Ça travaille là, pas copy-paste. Si nous pas copy-paste, comment faire? Qui ça n'a pas montré ça à nos enfants? Qui ça n'a pas montré ça à nos enfants? Bien joli ça, nous pouvons dire nous pour une tablette, nous apprenons dans les scandales en passant, mais etc. Mais qui ça n'a pas montré à nos enfants comment faire des recherches sur Internet? Qui ça n'a pas montré à nos enfants donc, quels sont les sites qui sont plus fiables? Maintenant, est-ce que nous enseignons eux-mêmes, ils gagnent sa formation pour montrer aux enfants, je pose la question, pour montrer aux enfants qui est un moteur de recherche que nous pouvons utiliser et comment nous utilisons. Mais là, le problème se pose.
c'est que les enfants là un peu plus avancés que le professeur dans ce domaine là. Il y voilà. a Bing, il y a Google, il y a Wikipédia, il y a est-ce que nous enseignants peuvent l'opportunité à faire ça? Parce que le métier de l'enseignant, il n'est plus pareil. Et si nous croyons que la transmission du savoir va se faire, comme ça se faisait à mon époque, ou 15, même pas à mon époque, même à 15 ans de cela, mais on va droit au mieux. Le métier de l'enseignant, parce que vous connaissez longtemps quand nous rentrons en classe, quand le professeur peut dicter une note, nous tous mariés, intéressés pour copier, il ne fallait pas nous rater un mot. Mais aujourd'hui, cet enfant s'en fout de cela. Parce qu'il est là, il prend ce smartphone, il peut gagner cette information. Si c'est juste pour transmettre cette information, il peut l'avoir, cette information. Moi, je journaliste, je besoin vérifier mon information. Est-ce que dans l'école, à votre connaissance, fait les enfants là qu'on besoin vérifier l'information pour pas taper sociologie, humanitaire, tape le premier qui sortit là, on est cliqué, on met dans le cahier, dire bon, qui se donne, besoin vérifier l'information. Justement, voilà, là qui fait mon spécial tout à l'heure, est-ce que ça n'a pu montrer aux enfants, si tu peux faire une recherche, quels sont les sites fiables, que tu as le droit de ça. Même sur Wikipédia, il y a des trucs scientifiques, ce n'est pas la source qu'il faut. Mais quand on va apprendre ça? Est-ce qu'il est professionnel aussi quand il apprend ça? Parce que si nous faisons un travail scientifique, un devoir scientifique, on ne va pas rendre l'information sur Wikipédia, on va lire dans d'autres sources. Donc, l'université. Oui, dans une recherche qui est publiée, qui est cotée, etc. Et oui, non, un site spécifique, oui, sujet spécifique. Mais quand tu as montré ça, à mes enfants. Donc, ça veut dire, et non, tout ça à revoir. Si nous pouvons continuer à enseigner, prendre l'examen quand tu prends 50 ans, il ne faut pas nous étonner du résultat. C'est quoi qui explique ça résultat de maintenant là? Longtemps, c'est parti. Pas passer avec 5 crédits, c'était catastrophique. C'est des enfants qui patinent à moyen. Là, mon l'année 1980, c'était des enfants qui étaient bons. C'était des enfants qui étaient dans certaines situations. Je n'ai pas envie de dire le mot défavorisé. Mais maintenant, c'est des situations difficiles. Moi, je préfère le mot difficile. Dans ma situation difficile. Mais maintenant, il paraît que ça peut être normal. Ça peut être normal. Exactement. Mais vous trouvez quand une école, comme on trouve un SSS, un State Secondary School, ou quand il y a des enfants qui vont d'être ici, à quel moment l'administration de l'école a constaté que ces enfants-là il y a un problème? Parce que quand il y a la réforme là, il fait un crédit, des crédits. Nous y mettons un examen Forme 3. Finalement, à quoi ça peut servir, ça, l'examen Forme 3 là? Est-ce que, quand l'examen Forme 3, nous trouvons les enfants ont une difficulté, qui nous fait? Vous connaissez, nous trop habitués, nous, au système des examens sélectifs et non à un examen qui évalue les acquis. Nous pas faire un examen pour évaluer les acquis, mais nous faire l'examen pour faire sélection, au contraire, pour pénaliser les enfants qui ne peuvent pas acquérir. Donc, et pour moi, c'est tout un frame of mind qui nous est censé. C'est ça qui est bien changé dans le système éducatif mauricien. Parce que quand on fait un examen pour connaître les acquis de l'enfant, ça permet de moi connaître qui l'a acquérir et qui n'a pas fini acquérir. Et donc, qui vous mettre en face. Mais si mon examen, c'est pour sélectif. Et malheureusement, PESAC, CPE maintenant, PESAC, reste toujours, et non toujours sa côté sélectif. Et que très souvent on peut réaliser, parce que qui connaissent pas les débats nos résultats. C'est le premier critère, qui résultat. Donc ça demeure toujours cet examen sélectif. Nous faire une réforme de l'éducation, l'année scolaire. Et nous cassons. Nous cassons l'année scolaire là, parce qu'il y a toujours 6 ans primaire. 1 à 6. Oui. 1 à 6. Nous cassons, après on va là bouger pour 3 ans ou 4 ans externe le programme, qui pour moi, c'est vraiment une aberration. Que je peux expliquer tout à l'heure. Si je prends l'exemple de la Finlande,
parce que tout le monde est fait dans le système éducatif, tout le monde, c'était une référence. Ils ont le non schooling, mais les enfants, c'était une seule trait. Et là-bas, pré-primaire, même pas obligatoire, c'est une option, capable d'aller. Et non, un an avant de commencer à faire l'école primaire, je peux rentrer 7 ans. Donc 7 ans, c'est 9 schooling, ouais, 7 plus, c'est à partir de 7 ans qu'on compte. C'est 7 plus 9 qui amène à 16. C'est 16 ans. Et à partir de 16 ans, là, l'enfant va choisir quelle filière, universitaire, technique, etc., qu'il va choisir. Mais c'est one go. Nous venons avec une cause d'annual schooling, mais nous faire comme un aménagement de ce qui existait. Et il n'y a pas eu vraiment cette révolution de cette éducation continue. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Et quand nous peut cause holistic approach, tout bonnes affaires, mais c'est comme si nous essayions un mot sans vraiment guetter la vraie signification. En France, par exemple, il n'y aura plus de filière, comme il y a d'autres pays qui ça existe. Depuis le commencement, donc c'est une approche intégrée. Nous sommes capables d'enseigner la géographie pendant qu'ils nous fait anglais. Nous sommes capables d'enseigner les notions de mathématiques quand on peut enseigner la géographie. C'est toute une approche. C'est aussi simple. Quand j'ai parlé de la distance entre un pays et l'autre, j'ai montré les deux pays, comment je vais calculer la distance, c'est une notion de mathématiques. Oui, et c'est une approche intégrée. Mais dès le plus jeune âge, on commence à s'user, première année secondaire, deuxième, etc. Donc, il va falloir se retrouver avec 9, 10 sujets, et après, avec toutes les informations que les enfants peuvent avoir, pouvoir faire le discernement. Parce que ce gars a un devoir sociologie, je parle Google It, je parle faire ceci, cela, donc un devoir écose pour faire tout cela, donc tout ça pour l'information. Ils n'ont pas appris à discerner les informations, ben, les enfants sont perdus. Mais quand c'est une perdue, et n'oubliez pas que maintenant, et là, plus qu'avant, en grade 9, après arrive grade 9, je peux faire l'examen de sélection pour entrer académie ou pas académie, c'est-à-dire que je puisse prendre ta leçon. Et que, à quel moment vous croyez, quel moment qui est resté pour nous faire la transmission des valeurs? Quel moment? Et je lisais Michel Serres, un philosophe, membre de l'Académie française, qui vous dit qu'il ne connaît pas de meilleure pédagogie, par exemple, pour la gestion de sa violence et de la violence d'un groupe. Il ne connaît pas de meilleure pédagogie que le sport. Et il explique pourquoi le sport. C'est quand un enfant, par exemple, joue un match de foot, mais il sait qu'il ne doit pas être agressif parce que son équipe va perdre. Et c'est là l'occasion où il apprend à gérer cette violence qui est en lui. Jolie transition, on peut dire. J'allais chez la violence chez les enfants. On va rester un petit peu. Quand sur l'éducation, on va terminer sur HSI, quand vous entendez ce que les enfants qui sont lauréats veulent faire, j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, ils sont en train de répéter le même message, docteur, avocat. On me parle de fintech, on me parle de blockchain. Maintenant, il n'y a pas un qui est intéressé dedans. Oui. C'est comme si le white collar job, on rentre, on sort, on a une belle voiture, on aura une belle épouse, on aura des beaux enfants. Ben oui, et tout va plus bien dans les meilleurs des mondes. Voilà. Quelle est votre réflexion? Pourquoi on arrive? Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est dans la formation. Il me dit, ben, vous savez, j'ai eu quelqu'un qui a eu un BSc, un master, il n'est pas capable d'écrire une lettre de motivation et n'en parlons pas de son CV. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas là, François. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Vous savez, moi je suis encore une fois attristé. Quand vous recevez une lettre d'un jeune qui a fait cette chose, et même des fois une licence en un sujet quelconque, combien des jeunes sont capables d'écrire 2 phrases sans une faute? J'étais avec un groupe de jeunes il y a quelques temps de cela. Je me suis dit, ben, franchement là, nous sommes dans la merde. Et non là-dedans là. Et non là-dedans, oui. Et non là.
Mais c'est comme si ça m'a dit là, règle grammaticale, pas n'apprendre du tout. Et ben, ça fait que moi, je me rappelle, nous apprendre quand on était dans 10 ans, les accords des verbes, l'accord, non, accord de sujet, accord des verbes, etc. Ça n'existe pas. Vous connaissez quand outre moi j'ai appris à l'école, je me rappelle à 10 ans quand deux verbes se suivent, se le complément d'objet direct, ça condamne genre, on avec son sujet. Mais ça, on a appris ça. Le livre Claude Auger, on les outils comme Claude Auger, mais c'est aussi apprendre ça. Et ça, c'était en primaire. Moi, ces règles-là, je les ai apprises en primaire. Mais quand on trouve un jeune, on dit, et vous savez, même des fois dans certains journaux, quand je vois ce qui est écrit, quand on get les fautes, je vais, ok, n'est problème. Et donc, mais trouver la source du problème, c'est ça qui va aider. C'est ça qui va aider. Et dire, ah, mais maintenant, pire encore, le pauvre jeune qui prend l'habitude d'envoyer des SMS, qui a une influence, c'est sa façon d'écrire, et s'il n'a pas ce bagage solide de l'autre côté, c'est normal, il va écrire mal. C'est normal avec tout ce qui se passe, c'est normal. Donc il y a à repenser à tout le système. Les aléas du direct, on dira ça. Ben oui, voilà. Tout le système est vraiment de façon de voir. Vous savez, moi, ça fait des années que je dis, et là je voyais plus le problème dans l'enseignement des maths. Ça fait des années que je dis, nous avons un problème dans l'enseignement des mathématiques. Vous savez combien des enfants mauriciens n'arrivent pas à faire des mathématiques? Parce qu'ils comprennent pas l'anglais. On peur des maths. Vous savez, j'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants en difficulté pour les mathématiques. J'aime ça. J'aime enseigner les maths. Je le fais primaire et lower secondary. Parce qu'après, ça va demander beaucoup de travail, c'est pas mon domaine. Mais quand cet enfant n'a pas pu acquérir les notions de base de mathématiques. Vous savez, quand on demande à un enfant, ben là, qu'est-ce qu'on fait? L'enfant ne sait pas. Et à random, ben on divise, nous on multiplie, on retire. Il ne va pas connaître quand multiplier, quand retirer, quand diviser, etc. Mais il va le faire à random. Et qu'est-ce qui se passe? On donne aux enfants 10 mêmes numéros à faire. Et arrivé à un moment, ça devient un automatisme. L'enfant ne réfléchit pas. Et le jour de l'examen, il y a un mot qui change, l'enfant est bête. Parce que l'enfant n'avait pas compris la notion de base. Il l'a fait par automatisme, et bien sûr, il est bête. Et maintenant, transmettre cette notion, transférer cette notion, l'enfant est incapable de le faire, parce qu'il n'a pas eu cet ancrage des notions de base en mathématiques. Et j'ai eu l'occasion vraiment de travailler avec des enfants en difficulté. Et la première des choses, c'est m'assurer que les notions de base sont là. Et à partir de là, cet enfant-là peut continuer à apprendre. Donc il manque le côté analyse critique et analyse chiffrée. Parce que moi-même, je veux dire, pour ma fille, je ne vais pas aller trop loin moi aussi, mais parfois, je vois, mais parfois il y a un mot qui change, c'est vrai, un mot qui change et l'univers est... C'est cool, l'univers c'est cool, mais ça veut dire c'est le même mot. C'est parce qu'il y a la notion de base qui n'a pas été transmise, que l'enfant n'a pas pu acquérir. Et très souvent, on ne prête pas attention à cela. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais de l'importance des examens pour évaluer les acquis et non pas rester dans le registre de sélection. Et ça, c'est quelque chose qui doit se faire d'une façon vigoureuse. On avait parlé pendant un temps de continuous assessment. Et le continuous assessment, où c'est fait avec honnêteté et intégrité, aide l'enfant. On peut savoir et on peut corriger le plus rapidement possible. Mais si c'est juste pour dire, ben, la prochaine fois, il faut que tu fasses mieux là, hein? Regarde ça là, pas bon, hein? Faut faire can do better, do better. Vous savez, c'est une remarque là. Je vois ça tous les années, can do better. How do you know that this kid can do better? How do you know that this kid can do better? Sur quoi tu te bases pour venir me dire que she can do better?
Si moi je te dis, I think that she has been doing her best for this team. Mais, nous dit ça pour l'encourager. Excuse-moi, ça peut même... Imaginez-vous un enfant qui a eu des difficultés énormes pendant une année. Et elle a donné vraiment de son mieux. Et comme remarque, elle a qu'elle peut. Room for improvement. Vous savez, pour cet enfant-là, mais on ne voit pas l'effort que j'ai fait. Jamais j'ai... Enfin, jamais, moi, je n'ai pas vu, ça existe. Appreciate the efforts made. Jamais j'ai vu ça. Congrats for your efforts. Bon, ce sera une question que je vais poser un jour à un responsable de classe. Oui, combien de fois vous avez mis congrats for the effort à un enfant qui a eu moins que 90, moins que 70? Combien de fois vous avez fait ça? La question se pose. On va parler un peu des jeunes, on en parlait, vous avez cité un académicien. Qu'est-ce qui explique cette violence-là? Ce sont les films, ce sont les parents, on a vu toutes sortes d'éléments, on dit des facteurs, la maison, le peering, le... Encore une fois, je dirais c'est multifactoriel. Vous savez, il y a cette notion de la violence éducative primaire. Depuis quelques années, j'ai pris l'habitude d'observer l'attitude des parents. Vous avez des enfants dans les lieux publics, n'importe où. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, je vous suggère de le faire. Au supermarché, par exemple. Oui, allez, j'essaie de voir. Vous êtes au supermarché et il y a un petit enfant qui est avec sa maman. L'enfant prend quelque chose sur l'étagère. Qu'est-ce que la maman fait? Ou le papa fait? Mets ça là-bas. Donc l'enfant qui revient. Mais c'est un enfant. Il va trouver quelque chose d'autre qui l'attire. Il dit à toi? Pas me dire, toi, mais ça là-bas. Pas toi qui tirais nous les lasers, moi qui tirais, pas tirer toi. Ok. En faisant cela, qu'est-ce que nous avons? Quel message nous transmettons à l'enfant? Quand quelqu'un ne t'écoute pas, tu peux gifler, tu peux lui tirer les oreilles. À l'école, c'est la même chose. L'enfant qui n'a pas fait son travail, ou qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas rendu son cahier comme il se doit propre, d'après les normes de l'enseignant, et cet enfant est ridiculisé, humilié, des fois même frappé. Des fois, vous savez, je me rappelle, mon fils était au primaire, il est retourné à la maison un jour, presque traumatisé, parce que l'enseignant avait déchiré le cahier d'un camarade. Il m'a dit, mais c'est pas chic, tu sais, et il avait beaucoup d'autres travaux dedans, il avait 9 ans. Et donc, l'enfant avait rendu un travail, et l'enseignant a déchiré le cahier, a jeté le cahier. Et mon fils était traumatisé par ça. Il est venu donc, il est presque en larmes, me racontant, mais c'est pas juste qu'il fait ça. Donc, si tu ne fais pas bien, je déchire tout, je vais t'humilier, je vais te ridiculiser. C'est comme ça que ça marche. C'est ça qu'il faut faire dans des cas où l'autre ne fait pas ce que tu veux qu'il fasse, ou ne fait pas comme toi tu veux qu'il fasse. Donc, tu frappes, tu insultes, tu vas injurer. Et j'entends très souvent, mais bien corriger, ça va là bien corriger même. J'entends cela de la part des parents, de la part des enseignants, des deux côtés, à la maison et à l'école, nous parlons bien corriger. Et qui manière nous pour corriger, nous pour battre, nous pour humilier, nous pour punir. Et nous transmettons, lorsque je parle de la violence éducative primaire, et donc c'est une notion, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus pour démontrer les effets néfastes de ce concept de la violence éducative primaire. Donc, et l'enfant, dès son jeune âge, reçoit cette éducation, cette violence éducative primaire, dès son jeune âge. Vous savez, quand j'entends des parents qui me disent « mauvais ça, Guélor, Guélor ». Ah bon? Mauvais. Moi, j'ai jamais vu un bébé méchant. Je ne sais pas si vous en avez vu. Non.
Donc, on n'est pas méchant, on devient. Et l'enfant qui pleure, et quand j'ai dit aux parents, j'ai dit, tu sais, un bébé ne pleure jamais pour rien. Un enfant ne pleure jamais, jamais pour rien. Non, pour rien, ça lui parle, il me prend lit là. Ah, mais il avait une raison. Oui. Il avait une raison, il voulait que tu le prennes, il avait besoin de ton affection, il avait besoin de ton attention. Donc il avait un besoin à satisfaire. Donc c'était pas pour rien. Et je pense que, c'est ce que, donc j'ai eu pas mal d'emphase là-dessus au cours des formations. Donc si déjà nous sommes dans ce registre que l'enfant ne pleure jamais pour rien, on est dans une meilleure disposition d'écoute pour écouter vraiment ce que l'enfant ressent. Et si on est dans cette disposition d'écoute, on va mieux entendre et on sera dans une meilleure disposition d'aider. Françoise, l'écoute c'est une qualité. Il y a écouter et entendre. Bien, certainement, certainement, et c'est bon de faire la différence. Et quand je parle d'écoute, je parle de l'écoute active quand l'enfant a un problème. Donc je disais que si on est dans ce registre que l'enfant ne pleure jamais pour rien, je suis dans une meilleure disposition d'écoute. Et là, je parle d'écouter vraiment ce qu'il ressent. Hein. Et pour écouter vraiment ce qu'il ressent, donc c'est l'écoute active qui me permet cela. Et ça me met dans une meilleure disposition d'aider. Parce que quand j'arrive à entendre vraiment de quoi cet enfant a besoin, parce qu'il a un besoin à satisfaire, et je suis dans une meilleure disposition d'aider. Mais quand le professeur 45 étudiants, qu'est-ce qu'il entend et qu'est-ce qu'il écoute? Bon, je ne demande pas, parce que c'est impossible pour un enseignant de pratiquer l'écoute active quand cet enseignant a 40-45 élèves. Il ne peut pas. Mais un enseignant peut, et les 40 élèves n'ont pas besoin d'écoute active. Il y aura quelques élèves, peut-être 2 ou 3, qui ont besoin de cette écoute, mais les 40 élèves n'ont pas besoin d'écoute active. Je prêterai attention, bien sûr, à mes élèves, mais non, je ne suis pas capable de le faire. Mais je peux déceler un enfant qui a des difficultés, et c'est là où on a besoin de pouvoir référer l'enfant là où l'enfant doit être référé. Parfois, on parle des enfants, les enfants, moi-même, j'étais les développeurs, c'est-à-dire que peut-être forme 1, forme 2, forme 3, il commence à bourgeonner, mais seulement il a une petite année de retard. Peut-être quand il fait la forme 5, il n'est pas prêt psychologiquement pour ça, mais comment on aide cet enfant-là? On dit ça ne finit ça, pas pour faire non. Ça ne finit. Exactement. Mais vous voyez, parce que c'est là où, si on a des évaluations comme il se doit, nous constatons que cet enfant a une difficulté d'apprentissage et nous lui apportons l'aide nécessaire. Et les difficultés d'apprentissage doivent être dépistées quand même à un âge très jeune, on peut dépister que cet enfant a une difficulté d'apprentissage, parce que si un enfant, parce que nous avons une moyenne générale, si un enfant à 5-6 ans doit avoir tant de mots et que l'enfant n'a pas, donc cet enfant a un problème quelque part, et arriver à déceler cela. Si un enfant de 5-6 ans n'arrive pas à articuler comme il se doit certains mots, l'enfant a un problème. Et des fois, des problèmes de base très simples. Peut-être que cet enfant n'entend pas correctement. Et s'il n'entend pas correctement, c'est... Oui, il ne voit pas le tableau correctement, mais il ne dit pas à ses parents. Il ne dit pas parce qu'il ne sait pas qu'il ne voit pas correctement. Pour lui, c'est ça, c'est normal, que c'est un peu flou, c'est comme ça. Il ne sait pas. L'enfant qui n'entend pas ne sait pas qu'il n'entend pas. Qu'il n'entend pas. Mais quand l'enfant va parler, il n'arrive pas à articuler parce qu'il va dire un mot comme il l'a entendu. Et pour lui, c'est ça sa vérité. Mais à ce moment-là, c'est le devoir des parents et des enseignants. C'est l'année dernière, je pense que l'enfant d'une de mes nièces, donc on voyait que cet enfant avait des difficultés à articuler certains mots. Donc elle était en pré-primaire, elle va à l'école, et puis à l'école, elle a l'air d'être une fille épanouie, mais il y a un problème, parce qu'il y a des mots, elle aurait dû pouvoir prononcer ces mots. Et cet enfant avait tout simplement de la cire dans ses oreilles. Donc, on a été faire des tests, il y avait de la cire. Lorsqu'on a enlevé, et là, l'enfant voit la différence. Et j'entends tout. Vous voyez, et bon, c'est une petite fille très épanouie, et elle entend tout. Donc, mais si on n'avait pas décelé ça, aïe, mais ça, il y a un problème, ça.
peut-être qu'il y a un retard. Mais faire le bon diagnostic pour pouvoir aider. Imaginez qu'on avait attendu 10 ans au lieu de 5 ans pour faire ce diagnostic. Imaginez le retard que cet enfant aurait pu accumuler. Vous voyez? Donc, il y a tout cet ensemble qu'il faut prendre en considération. Donc, pour vraiment aider l'enfant. Donc, mais quand je parle d'écoute, parce que très souvent les parents viennent me dire, il n'est pas écouté, pour vous dire qu'il n'obéit pas. Oui. Ces enfants-là, ils n'ont pas écouté. Oh, tu sais, on n'écoute jamais. L'enfant ne m'obéit pas. Et le jamais, très souvent, c'est une ou deux fois, l'enfant n'a pas obéi. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Très souvent, l'enfant n'a pas fait quelque chose comme je lui ai demandé. On retourne à ce que j'avais dit. Comme moi, je souhaitais. Il ne m'a pas obéi à la lettre. C'est ça. Il n'a pas fait la chose comme moi, je souhaitais. Et à cela, j'ai dit, mais quel genre d'adulte tu souhaites ton enfant devienne dans 15 ans, dans 20 ans? Un petit mouton de Panurge qui obéit à tout? Ou bien, si c'est ta fille, donc elle doit obéir à son mari du matin au soir, et le mari, là, ton fils, là, c'est un homme, là, qui va tout le temps dire oui, 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 etc. Ah ben non, on dit comme ça. Ah, ok. Non, il est capable de dire ce qu'il dit. Il a voulu dire. Pas une personnalité. C'est une personnalité, pas qu'un mouton. Ok. Mais tu veux qu'il t'obéisse tout le temps. Qu'il fait tout. Vous voyez? La ligne est très fine, hein? La ligne est très fine. Exactement. Mais comment nous avons des principes, nous avons des valeurs, faire pour que nos enfants puissent adhérer à certains principes, ces valeurs? Donc, ce n'est pas tout simplement cette question de bien écouter, de bien obéir. Hein? Donc, là, c'est tout un registre. On va parler de... On retourne un petit coup dans de la violence. À la violence. C'est ces enfants-là. Je rencontre des parents, je me dis, ça, mon enfant, c'est gâteau la crème à la maison. Il arrive sur le bus stop, je vois un autre garçon, je dis, c'est toi ça? Moi, de loin, je regarde de loin, ce sont mes voisins. Oui. C'est pas comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive quand ils sont en groupe? Là, il faut taquiner les filles, mais non, les filles bagarrent avec les filles. Là, longtemps, c'était les garçons qui se battaient pour des filles, mais non, on a l'impression que le monde se bat pour les garçons. Exactement. J'ai remarqué ce phénomène-là. Mais vous voyez, parce que très souvent j'entends ça. La case est tranquille. Déo, mais tu connais, mon garçon, bon garçon, mais seulement, ban camarade qui influence. Mauvaise fréquentation. Mauvaise fréquentation. Ban là, enfants, ban là mauvais, nos enfants bons. Et c'est deux enfants aussi bons qu'ils savent. Est-ce qu'il n'est pas capable de transmettre un petit peu de ce bon, et ça va nous battre là? Et oui, donc, il y a de peer pressure. C'est un phénomène qui existe. Mais pourquoi certains enfants sont moins affectés par le peer pressure? Encore une fois, dépendant de l'estime de soi de cet enfant, dépendant de la résilience de cet enfant. Plus un enfant a une estime de soi qui est élevée, moins cet enfant sera influencé par les autres. Mais avec une estime de soi faible, c'est normal qu'on est influencé par les autres. Ce n'est pas que les autres sont plus méchants que ton enfant. Et ton enfant aussi a un problème. Et à la maison, si ton enfant agit par la peur du papa ou de la maman, peur de la maman, peur du papa, père gain batté, donc normal, tu ne vas pas voir vraiment qui est ton enfant. Donc c'est là où on dit, est-ce que quand il y a des règles, comment le faire pour que l'enfant s'engage, lui aussi, il est partie prenante des règles imposées. Donc, tu dois bien faire ça, 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 mais vous pouvez battre, vous pouvez ensemble des poches, vous pouvez punition, vous ne pouvez pas faire. Mais après, bon, on va arrêter comme dans ses mains. Donc, connaître son enfant, ce n'est pas en utilisant des punitions qu'on va vraiment connaître son enfant. Quand on va dans un grand collège qui n'est pas trop loin de chez vous, l'enfant peut tirer ferraille. Oui. Pour régler des comptes dans la cour d'école. L'autre collège UP, la troque. Oui. C'est comme ça que, bon, comment dire, longtemps, ça m'a un petit collège qui, nous peut dire petit collège. Oui. Il n'expande n'importe où. Puis un petit collège, puis un grand collège concernant la violence, concernant la drogue. Certainement. Et vous voyez, et c'est ça la vérité, que chaque Mauricien doit accepter pour qu'on puisse chacun, là où on est,
apporter sa contribution. Je crois sincèrement que tout un chacun, nous pouvons apporter une contribution. Par exemple, n'hésitez pas à en parler et partager avec d'autres parents quand vous avez un problème. Des fois, on a honte, on a peur, on ne veut pas en parler, mais partager. Parce que je pense le fait de dire, mais tu sais, moi aussi dans mon environnement, j'ai un proche là qui me tombe de sa couille d'avion. Pouvoir le dire, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mais est-ce que ce n'est pas un effet de la régionalisation, c'est-à-dire que tous les enfants sont dans tout bas? Non, il y a certains parents qui disent, bon, longtemps, vous savez, ce collège-là, il y avait une certaine population, une certaine classe. Maintenant, on a fait régionalisation, tous les enfants sont en train de se mélanger. Alors, c'est pas étonnant, entre guillemets, que ce genre de fléau-là rentre parce qu'ils vivent dedans. C'est-à-dire, leurs parents, les parents sont battus, maman battue, papa battu, ils voient la violence comme oui, mais tous les jours. Mais est-ce que parce que mon camarade, c'est seulement à cause de ça, parce que mon enfant fréquente un enfant dont la maman est battue, que mon enfant devient violent? Oh non, il n'y a aucune étude qui a prouvé ça. Aucune étude. Mais on oublie justement cette violence éducative primaire. On retourne à ça. Parce qu'on dit, oui, mais tu connais, je vis ces enfants-là vivent dans cet environnement violent, mais on oublie la violence éducative primaire qui est pratiquée dans presque toutes les familles. Qui est pratiquée dans beaucoup de familles, dans beaucoup d'institutions, on oublie cela. Et ce sont les germes de la violence. Et il est vrai qu'un enfant qui a subi de violence, qui a vécu dans un environnement violent, est plus à risque de reproduire ce schéma. C'est au départ que l'enfant apprend par observation. Et il fait par imitation. Quand il est marié, il fait la même chose que son papa a fait. La même chose, parce que c'est comme ça qu'on va gagner l'obéissance de la femme. Et samedi dernier, j'ai vu une femme là, dans la rue, son conjoint, je pense, qui l'a traîné, mais je me suis arrêté, j'ai demandé à cette dame, est-ce qu'il vous a aidé? Là, il y avait deux filles, ça m'a étonné, avec je sais pas si ce sont ses filles, non, nous restons même là. Ok. Et je suis parti, donc ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé et donc visiblement cette femme-là ne voulait pas partir avec cet homme-là dans ce moment-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais à ce moment-là. Mais donc, ça démontre que pour cet homme, ces mots femmes, ça t'oblige à obéir. La notion t'oblige à obéir. T'oblige à écoute-moi. Te faire ce qu'il me dit. Il me dit, écoute-moi. Donc on tourne de ce sujet-là, on tourne dans tous les sens, on retourne. Parce qu'il y a des choses fondamentales à faire. Premièrement, cette notion de bizarre écouter. De bizarre écoute-moi, parce que c'est moi qui te parle pas, moi qui te maman, moi qui donne toi mon moi qui te boyfriend, moi qui te boyfriend, moi qui te l'homme, moi qui te femme. Je suis sidéré quand je constate comment des filles aujourd'hui, en 2019, acceptent d'être. Et je dis, mais mon Dieu, c'est plus de 70. Excusez-moi, je ne vois pas une fille de 70 accepter certaines choses que les filles de 2010 acceptent. Je ne vois pas. Donc, ben non, tu connais les jaloux parce qu'ils comptent. Nous comptons en lit. Nous, les comptons, moi, ça nous jaloux. Mais quelle notion. Mais vous savez, donc, et il y a des filles là de 15-16 ans, parce qu'ils ont un boyfriend, coupent tout contact avec leurs camarades. La famille aussi. Et puis, t'as pas de cause. Oui. Mais c'est là où... Il ne faut pas toucher le boyfriend, pas dire un mot. Oui, mais c'est là où il est important de savoir dire ce que nous ressentons. Parce que quand la fille de 15 ans, 16 ans est amoureuse, bien sûr que, comme la plupart d'entre nous, ben, on n'entend pas bien, on ne voit pas bien. Mais c'est là où il est important pour le parent de savoir quoi dire et quand dire. Et vous savez, un des outils de la méthode Gordon, c'est justement ce message « je » qui nous permet de, si ce comportement est inacceptable, de le dire, mais sans blâmer l'autre. Sans blâmer, sans faire de reproches, mais dire. Dire, il y a plus de chances que l'autre change de comportement que si j'avais pointé du doigt, si j'avais blâmé, si j'avais jugé, si j'avais insulté. Donc ce sont des outils que les parents ont vraiment, vraiment. Mais parfois on a des surprises, et ça, tous les jours dans les journaux, je ne vais pas dire tous les jours, mais souvent c'est
l'enfant 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui tombe enceinte. Là, les parents sont complètement... Ah, bon, ah, elle a... Mais comment on est arrivé? Tu tiens un garçon, l'autre arrive, comment on fait? Bon, Saint-Gabriel ne passe pas pour tout le monde. Oui, mais qu'est-ce que tout ça démontre? Un mal-être, Jean-Claude. Un mal-être. Ça démontre un mal-être. Si cet enfant de 13 ans avait tant besoin d'affection, tant besoin d'amour, il y a un mal-être quelque part, premièrement. Deuxièmement, si ce parent n'avait même pas réalisé que son enfant avait un boyfriend, qu'est-ce que ça démontre? Qu'il y a là, il n'y a pas eu de communication efficace. Voilà pourquoi je parle de communication efficace. Il n'y avait pas une communication efficace au sein de cette famille. Mais parfois, j'ai même pas de dessin. Mais parfois, quand la fille va venir regarder son papa, j'ai un girlfriend, il pourrait tout être, non? Ben voilà. Oui. La première, peut-être si on est aisé, on va lui dire, bon, dans une famille, plus ou moins aisée, ok, c'est ok. Quelle famille qu'il est, on va faire une espèce d'enquête policière pour voir si on est sur le même niveau. Ouais. Mais certains, c'est dégradant, tu peux venir. Vous savez, tout le mot qui n'a. Oui. On va vous dire, mais c'est ban paix. Du temps, quand parents disent ça, bon, occupe-toi de tes études quand tu vas 22, 23. Et là, on a trouvé qu'il y a une fille qui pas qu'à faire un garçon à l'âge de 23 ans, pas de mauvais champ, ça c'est sérieux. Mais parfois, même, ça n'a pas difficile de traiter de tout le monde. Mais vous voyez, quand j'entends un parent dire non, mais tu sais, à cet âge-là, là, tu dois regarder que des études. On oublie qu'à l'âge de puberté, il y a l'attirance vers l'autre et que ce besoin d'être aimé, de se sentir valorisé est bien présent. On n'écoute pas ce besoin. Si on écoutait ce besoin, on aurait pu accompagner son enfant dans cette démarche. Oui, et on peut voir, ok, donc on voit que notre enfant est en contact plus souvent avec celui-là. Et puis, c'est tellement facile si on écoute bien. L'enfant va parler souvent de ce garçon ou de cette fille-là. Mais tu sais, un tel là, un tel a fait, un tel m'a dit ça, mais tu sais, un tel il a fait ci, etc. Et si on écoute, il me semble que tu apprécies beaucoup ce garçon. Non, mais vous savez, là la conversation commence et on écoute. Et à ce moment-là, on peut mieux quitter. Mais dire à 16 ans, par là, pour qu'on tombe garçon, vous apprendre. Hey, ça arrive. À 16 ans, là, il y a une personne qui t'avait flashé. Comment on se punit comme si on se punit d'avoir fait des choses qu'on a fait ou pas. Oui, exactement. Mais combien? Mais écoutez, il y a très peu de personnes qui peuvent me dire à 16 ans, j'avais jamais vu un garçon qui m'a attiré, même si on n'a pas été loin, mais quand même, qu'on voulait regarder, au moins, ne me dites pas que c'est pas. On veillait quand il passait devant la porte. On veillait qu'il allait passer, etc. Exactement. J'aimerais terminer l'interview du vendredi. Françoise, vous avez écrit votre thèse sur le Chagos. Très bonne nouvelle. J'aimerais terminer sur une belle note cette interview. On a parlé beaucoup de problèmes, mais c'est cette note joyeuse. J'ai beaucoup pensé à ma tante Lisette. Lisette Talat, oui. Lisette Talat. Et donc à ces femmes qui ont lutté, tante Rita, Mancourt, Charlésia et tout autre. Mais j'ai eu la chance de parler à ma tante Lisette Talat. Je dis, là où elle est, elle doit sourire et de sa belle voix dire encore bizarreté, la panne finie. C'est ça votre... Oui, et donc, oui, il y a encore du chemin à faire. Et je crois que la communauté chamoussienne, Olivier Banco, a toute raison d'être fière. Mais on doit aussi saluer l'initiative de Sage, d'Anurud Jagnat. Et de tous ceux qui viennent, votre ancien leader, votre parent. Parce que c'est le même qui a commencé cette bataille-là depuis bien longtemps. Et vous savez, Lisette Talat, dans le livre que j'ai écrit, avait dit, c'est qui connaît. Moi, je connais. La lutte MMM, tu commençais, la lutte, ça veut dire, tu commençais dans le bureau MMM, la Rimoca, à la Rimoca. Et moi, je n'étais pas là, c'est elle qui était là, et elle m'a raconté sa rencontre avec Paul Béranger. Et moi, j'ai transcrit ce qu'elle a dit dans le livre. Et je suis contente d'avoir pu le faire. Et je suis vraiment contente de cette décision, de cet jugement de la Cour internationale. Et j'espère que là, ce processus de retour va être accéléré.
et que les Mauriciens, particulièrement les Chamoisiens, auront la chance d'aller sur les autres îles en attendant Antigua, mais il y a les autres îles, Salomon, etc., qu'on peut aller. Donc j'espère que les Chamoisiens auront la chance d'y aller bientôt. Donc c'est une lutte qui dure depuis une cinquantaine d'années, et là c'est quand même un grand pas, et c'est vraiment une excellente nouvelle. Et je remercie tous ces pays africains qui nous ont soutenus, et l'Union africaine qui nous a soutenus, tous ces pays africains qui nous ont soutenus, et je suis certaine qu'il va continuer à nous soutenir pour que le continent africain soit vraiment décolonisé. Complètement. Il y a encore des choses à faire. Françoise Labelle, c'est cette bonne note, merci beaucoup. Bon courage et transmettez les bonnes valeurs, vos bonnes valeurs, celles de votre maman et sûrement de vos grands-pères à toute l'île Maurice. J'essaierai, merci.